Alors il y avait quelque chose que j'avais trouvé moi de merveilleux à l'époque et qui m'est toujours resté une image. Il y avait une affiche dans les ateliers où il y avait une échelle et il y avait marqué aujourd'hui apprenti, demain compagnon, après-demain technicien et voire ingénieur. Ça m'est toujours resté dans la tête. Tu te rappelles de cette affiche? Ah, moi, alors, c'est le Limoges, j'étais que rentré. J'avais vu cette affiche, je ne comprenais pas trop au début. C'était bien imagé, cette échelle-là, où ça permet. Parce qu'il faut dire qu'on avait cette chance, celui qui voulait s'en donner la peine, bien sûr. Ces promotions du travail, c'était quelque chose de merveilleux. De démarrer ouvrier, de pouvoir monter dans l'ascenseur social. Moi, je trouvais ça très bien quand même. À mon fusil, il faut de la méthode des matériaux. Se coucher tard, se lever tôt, il faut l'heure des enfants trop petits. 15 heures par jour, c'est pas une vie. Jamais jeudi, mercredi, prêt à le fusil. Il faut de l'assurance dans ses travaux, de l'hymne dans les taux, porte les coups là où il faut, la sphère des petits moineaux, le maquis sonne dans les copeaux, dans la limaille et les gros mots, faire un bon fusil, il faut la douleur des enfants trop petits, le revenez qui n'est pas dit, le baiser anéanti, la tendresse de son petit lit. Le grand déclic, ça a été donc cette rentrée à la manufacture. Et je suis rentré un peu par hasard, j'avais 16 ans, et on ne peut pas savoir ce qui se passe dans la tête d'un adolescent. Il y a eu un déclic qui m'a fait participer à la vie, donc à la vie du compagnonnage. C'est là mon entrée en compagnonnage, puisque nous étions 30 dans la promotion, nous avions 9 heures par jour, et ces 9 heures, donc il y avait 5 heures d'atelier et 4 heures de... enfin, 4 heures d'atelier, je pense qu'il y avait une heure de gym le matin. Enfin. Et ensuite, bon, il y avait les cours théoriques qui occupaient le reste de la journée. Du dessin, des maths, un peu de français, un peu de bricole, comme ça. Et la journée passait comme ça, et ça... 5 jours par semaine. On avait nos 9 heures d'activité. Alors là, la position debout devant un établi, c'est quelque chose d'ailleurs qui est très difficile, puisque à l'école, on a l'habitude de rester assis, et bon, quand on est debout, c'est autre chose, mais de rester statique devant un établi, à manier ceci, là, vous voyez, ceci, c'est une lime. C'est une lime qui a une taille, on dit bâtarde, et nous autres, nous appelons ça la joyeuse. Alors la joyeuse, c'était la première chose de la joyeuse, c'était la position dans la main. Et selon la position de la main, ça a été donc directement du 220 volts. Au bout de 8 jours, nous avions toute cette partie de la paume là qui était donc déchirée. Voilà. Alors voilà donc notre objet notre premier objet de contact avec l'industrie métallurgique. Alors là, il faut que ce soit plat. Ensuite, lorsqu'on avait fait une face, on passait la deuxième, qu'il fallait qu'elle soit plane, mais perpendiculaire à la première. Et là, on vérifie la pièce à l'aide d'une arête. Vous voyez, comme ceci. Vous voyez, par rapport à la lumière. On va laisser... Oui, en fait, si vous voulez voir, vous pouvez juger. On le voit à la lumière qui est entre l'arête et la surface. Au bout de 3 ans, puisque la scolarité était était à partir de 14 ans, et au bout de 3 ans d'apprentissage, voilà ce qu'un apprenti était capable de faire. Voilà. Alors, au lieu d'utiliser des limes comme... Alors oui, mais là il faudrait voir, au soleil, il n'y a pas d'interstice entre les surfaces, et c'est parfait.
C'est un ajustage, je pense que c'est au centième de millimètre. Voilà. Alors voilà les limes qu'on utilisait en troisième année. Voilà. Bon, donc on essayait, on avait des moniteurs qui essayaient quand même de nous rendre du travail. On avait des exercices purement comme ça, c'était des exercices qui étaient purement didactiques, si vous voulez, pour apprendre à fabriquer, à obtenir une gestuelle qui nous permette de travailler n'importe quelle surface d'une façon parfaite. Ça c'est du travail, bon, c'est du travail, c'est de l'artiste, quoi. Voilà, c'est pour ça que lorsque j'ai fini mon apprentissage, ben, le métier d'ajusteur à la manufacture n'était plus utilisé. Parce qu'on avait trouvé des machines qui remplaçaient l'homme pour faire tous ces travaux qui étaient réalisés, mais dans un temps qui dépassait. Là, en rectification, pour faire deux faces, vous en avez par exemple pour moins d'une minute, alors qu'à la main, vous en avez pour 3 heures. Vous voyez l'importance donc de cette mécanisation que moi j'ai connue à la manufacture. Bon, sans me vanter, j'étais pas si mauvais que ça en ajustage, mais je me suis jamais senti diminuer, parce qu'avec la machine, ça fait de l'égalité, si vous voulez, dans la dextérité. Ça ramenait les ouvriers sur même... enfin, les apprentis, on parle des apprentis maintenant. Ça a ramené tous les apprentis qui ont été ouvriers sur le même degré d'égalité. Et même mieux, parce que vous aviez des gens qui n'avaient pas la dextérité, mais qui, au point de vue manipulation, étaient plus habiles pour manipuler sur une machine que gestuellement. Ça fait un aplanissement, je pense, des tâches. Ça. Après, quand j'étais moniteur, j'ai essayé de... Bon, on a eu le problème de la scolarité qui a passé de 14 à 16 ans, donc on a été obligé, les apprentissages qu'on formait en 3 ans, on a été obligé de les former en 2 ans, donc c'est moi qui m'en suis occupé donc, de ce programme, cette concentration de programme, donc on a moins privilégié la gestuelle que certains autres. On essayait de rendre le travail pas scientifique si vous voulez, mais beaucoup plus pensé. Au point de vue ouvrier productif, c'était du taylorisme. Donc c'est des gens qui n'avaient pas besoin d'avoir des bases technologiques très importantes. Alors qu'un fraiseur professionnel ou un tourneur professionnel, il faut voir un peu ce qu'on essaye de leur mettre. Parce que ça c'est beau, mais il faut savoir comment ça a été fait, ça. Donc ça commence par la métallurgie. J'avais fait le plan de fabrication de cet étau-là, et j'étais arrivé, je pense, à 600 pages de dessin. Essayer de rendre l'apprentissage compatible avec ce qu'il faisait à l'intérieur de l'usine, vous voyez. Et je vous garantis que les élèves, ils préféraient faire des copeaux que faire le papier. Ah oui, mais ça c'était évident. Bon, en fait, on a essayé d'évoluer, si vous voulez, de passer de la gestuelle un petit peu à l'intellect, quoi, pour préparer le travail. Et qu'il ne soit pas désarmé lorsqu'il trouvait une machine nouvelle, qu'il ne soit pas complètement désarmé, quoi. Mais évidemment, quand c'est nouveau, bon, il faut apprendre. Mais enfin, il y a toujours des trucs qu'on se sert. C'est pas de l'acquis, mais c'est de l'extrapolation, si vous voulez. Qu'on fait, on extrapole. Et un homme, un être humain, d'ailleurs c'est ce qui nous fait la différence entre le cerveau du petit minet, là, du chat, et humain, c'est l'extrapolation. Parce qu'au point de vue neurone, c'est pareil, il se balade là-dedans, l'électricité, machin, la chimie, tu fais de la chimie, tu fais un machin, mais c'est pareil, chez un chat, c'est pareil. Parce qu'un gosse qui rentrait à la manu, il était sûr
de mourir à la Manu. Donc il y avait une sécurité de situation qui était quand même très importante. Et à Tulle, il n'y avait que la Manu pour les gars, pour les enfants dont les familles n'étaient pas aisées, il n'y avait que la manufacture. En troisième année, ils nous avaient fait faire donc cet engin. Alors cet engin, vous pouvez le regarder, s'il est bien fait, s'il n'est pas bien fait, c'est de ma faute, puisque c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est un pied à coulisse, en acier inoxydable. Voilà. Mon père était à la Manu d'abord. J'avais perdu ma mère et j'étais parti dans l'agriculture. J'étais domestique, on va dire, de ferme. Et après, alors, je suis rentré comme apprenti tailleur quand même. Oui. Ouais. J'avais un oncle qui était tailleur. Et oui. À Saint-Mexan, Oui. un oncle qui était tailleur. Tailleur. Tailleur d'habits. Ah oui. Tailleur d'habits. Tailleur. Oui. Et c'est ma demande d'embauche est comme apprenti tailleur. Voilà. Ouais. Ma demande d'embauche était apprenti tailleur. À la Manu? Oui. Parce que dans l'agricole, à l'époque, on ne rentrait pas. Eh oui, c'est ça, oui. Parce qu'il avait besoin des gars à la terre et il ne voulait pas piquer le personnel. Il y a un chef de service qui m'a dit pourquoi vous n'êtes pas resté dans les tailleurs. Et vous auriez fait une affaire, ça marchait bien après-guerre. Les costumes. J'ai dit, et c'est vrai, mon professeur est décédé. Alors c'était mon oncle, le tailleur. Le tailleur, oui. C'était un frère à mon père. Et oui, c'était un frère à ton père, oui. Oui, C'était le père à André Laval. Ça explique pourquoi vous êtes toujours élégant. Et voilà, c'est ça. Ah, Eh oui. ah bon, je vous remercie, mais, C'est ça. bon, mais c'est vrai que ça me fait bien plaisir. Ouais. Et la manufacture, ils avaient 3 ans d'apprentissage, plus une année qu'ils faisaient dans les ateliers avec un compagnon. Ils étaient payés comme un professionnel, mais sans prime de rendement, tu vois ce qu'on appelait une prime de rendement. Et ils étaient suivis par un gars tout le temps. Alors c'est 4 ans d'apprentissage. À la manufacture, le décret des travailleurs de l'État a donné aux ouvriers des possibilités d'être techniciens et après ingénieurs. Ils appelaient ça les écoles techniques nationales et les écoles techniques supérieures. Donc tous les ans, il fallait avoir, je ne sais pas, 14 moyennes au départ ou quelque chose dans ce goût-là. Les ETS, il n'y en a que 3 ou 4 qui sont revenus à Tulle. Après, ils ne sont plus revenus. Il y a eu Dubois, il y avait Borde, il y avait Vervèche. Après, ils ne les ont pas remis sur place parce que c'est très difficile de sortir d'un rang d'ouvrier, de se retrouver ingénieur. Et de toute façon, quand on a récupéré le titre d'ingénieur de manufacture nationale d'armes, l'encadrement supérieur n'a pu être fait que par des militaires. Il y avait eu à l'époque Rasmont et tout ça, qui étaient les ingénieurs civils. On les a mis dans les ateliers de production, mais plus à l'atelier central. L'atelier central étant un atelier que de professionnels. Ouais. Il y avait, c'était, comme me dit si bien mon copain, il me dit, vous étiez quand même très raciste déjà. Parce qu'il y avait l'embauche par l'école d'apprentissage et l'embauche parallèle, quand ils appelaient. Et l'école d'apprentissage, les gars allaient beaucoup plus vite que l'embauchage parallèle. Moi, j'ai fait la grande faculté de Souillac,
si vous la connaissez. On nous en a beaucoup parlé. Et que la grande faculté de Souillac à côté, il y avait un prof qui était tout à fait gentil, qui était tout à fait marrant, qui disait « Et quand vous aurez sorti le mur, que vous serez les rois de la... » Donc la date à laquelle vous êtes rentré à la même Alors, nuit, puis après vous... Voilà. 55, apprentissage, 55-58. Il a toujours été dit que les gars qui sortaient de la formation de la manufacture savaient tout faire. T'as pas entendu ça, toi? Bon. On se démerde partout. En parlant couramment. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs. Nous étions 6 enfants. J'avais un frère plus âgé que moi qui était déjà, quand moi je suis rentré apprenti, il était déjà ouvrier. C'est tout, il n'y avait pas de formation. On venait à l'école ici à Souillac à côté. C'était pas tout à fait comme ça, c'était le cours complémentaire. C'était le collège d'aujourd'hui. Et bien sûr, quand on était à côté, qu'on voyait la menu, c'était tentant quand même qui tentait le concours, quoi. Alors, pour vous dire que dans une famille de 6 enfants, et quand il y a une place qui se présente, il ne faut pas trop chercher. Je peux vous dire que moi je n'ai pas choisi, je suis rentré là parce que j'ai tiré le concours, là que ça arrangeait bien mon père parce que déjà, même apprenti, nous donnait un petit salaire, c'était pas grand chose, mais il était un petit peu payé. Alors qu'à beaucoup d'endroits, c'est vrai, c'était même certains, ils faisaient attention à ça quand même, que l'apprentissage était un peu payé. Et vous, c'était votre choix ou vous auriez non, d'autres choses? moi je suis rentré, pardon. Vous aviez d'autres idées quand vous pensiez... À l'époque, ce qu'on faisait, on essayait de passer faire un an de plus, après la troisième, après le brevet, on faisait une année de plus à Souillac pour tenter l'école normale, c'était tout de l'époque. Voire l'INP avec le temps. Bon, mais ça, avec le temps, ça posait un problème, il fallait y aller, il n'y avait pas aujourd'hui, il fallait marcher à pied à l'époque. Il y avait un car. Bon. Le recrutement à l'école d'apprentissage était fonction du nombre de postes qui était prévu pour ces apprentis. Si vous voulez, on formait en fonction du nombre de personnes qu'on allait affecter à des postes budgétisés. Et nous, ma promotion avait recruté 25 et même 26 apprentis, parce qu'il y avait 2 jumeaux, alors ils n'ont pas voulu dissocier 2 jumeaux, enfin tant mieux pour eux. Et on a fait nos 3 ans d'apprentissage. Mais sur les 26, il y en a 7 qui ont été gardés. 7 seulement. Alors, ironie du sort, 26 recrutés à l'école d'apprentissage, moi j'étais le 27e. Mais l'examen psychotechnique suivant m'a requalifié. Il est vrai qu'aussi, il y avait dans ce recrutement des gens qui avaient passé le concours parce qu'ils en avaient passé d'autres et qui sont partis ailleurs. Notamment, il y avait des gens qui préparaient l'école normale et qui avaient passé l'école normale, qui ont choisi autre chose. Donc ça m'a permis de m'accrocher. Voilà. À la sortie, il y a pendant la formation des 3 ans, il y avait au bout de 1 an et demi, une sélection, à partir du moment où vous aviez plus de 15 de moyenne, vous étiez qualifié pour suivre une formation particulière pendant le reste de la formation de base, et ensuite vous alliez à Limoges ou à Toulouse dans une école supérieure de l'armement, préparatoire de l'armement. Et bien alors là, il fallait avoir 15, et j'ai eu 14,96, donc j'ai passé à côté. J'ai été secrétaire administratif, j'ai passé le concours, et je suis revenue donc à la manufacture. Et là, c'était un peu compliqué parce que je devais occuper un poste d'encadrement. Donc il a fallu là aussi jouer des coudes parce que bon, c'était pas... ça a été difficile. Déjà j'ai commencé à défendre ma cause quand je suis revenue de Paris, que j'ai eu passé mon concours, que j'ai fait ma formation à Paris,
Quand je suis rentrée à la Manu, on m'a dit, vous aurez un poste d'encadrement, vous avez fait des études pour, vous allez... Mais là, ça a été une autre affaire. Il n'y avait pas de poste, oui, prévu pour... à ce moment-là, moi j'ai passé le concours, j'estime que je méritais ce poste, puisque j'avais travaillé pour. Et quand je suis arrivée, ça a été dur. Il a fallu que je joue des coudes. Je suis donc entré à la Manu en 1966 comme apprenti, à l'âge de 15 ans et 1 semaine. Suite non pas à une vocation particulière pour le métier de l'armement ou les métiers techniques, mais parce que ma situation familiale l'exigeait. Mon père était décédé 3 ans plus tôt et ma mère n'avait pas de ressources. Donc à l'époque, quand on était dans ce type de situation dans la ville de Tulle, passer le concours d'entrée à la manufacture était une voie tout à fait classique, normale et une voie de secours tout à fait intéressante. Donc, première année d'apprentissage à Tulle, 1966-1967. Je sortais du lycée de Montpellier à Tulle, où les horaires étaient des horaires de collégiens normaux. Et je me suis retrouvé brutalement, en ce mois de septembre 1966, dans une entreprise, avec obligation de pointer les matins quand on arrivait, et des horaires 7h midi, 2h 6h, qui nous amenaient à 45 heures pile poil par semaine. À 15 ans et 1 semaine. Bien. Compensation qui a été que j'ai immédiatement perçue, c'est que nous étions donc apprentis, nous étions rémunérés. Donc les salaires, bien évidemment, à 15 ans n'étaient pas très élevés, mais ces salaires étaient établis au mérite. C'est-à-dire que le meilleur élève touchait une certaine somme et puis le moins bon touchait à peu près la moitié de ce que touchait le meilleur. Donc il y avait quand même une motivation qui était importante et qui dépassait largement le cadre de la motivation habituelle des élèves de l'enseignement, consistant à être le premier. Là, on était le premier, mais quand on était le premier, on était payé. Alors ensuite, donc, 2 ans de maths sup, maths spé, 3 ans de formation d'école d'ingénieur, donc ça c'est un parcours tout à fait normal pour une école d'ingénieur. Et cette école d'ingénieur était une école d'ingénieurs militaires. Donc, dans les grandes écoles militaires, tout le monde connaît Polytechnique, bien évidemment, tout le monde connaît l'école de l'air, navale, Saint-Cyr, donc c'est les 4 écoles les plus connues, et il y a cette école d'ingénieurs, qui est l'ENSIETA, et qui est aussi une école militaire au même titre que toutes les autres. Il y a quand même une formation de base qui était solide, on peut dire ce qu'on voudra. Après, ils nous mettaient, quand moi je suis arrivé dans l'atelier, ils m'ont mis avec des anciens. Les anciens, ils donnaient les tuyaux ou pas, mais en principe, ils étaient ronchons, mais ils te disaient comment il fallait faire quand même. Parce que c'est pas parce que tu as fait 3 ans d'apprentissage que tu sais travailler, c'est pas vrai. C'est sur le tas que tu apprends, il n'y a rien à faire. Mais non, c'est pas de trucs de joie, de peine. Où on stressait un peu, c'était pour passer les catégories. Parce que tu sais qu'il y avait des catégories. Quand on sortait de l'apprentissage, il fallait avoir plus de 12 de moyenne, on était dans les 4. Ceux qui avaient plus de 15 y étaient directement. Ceux qui, comme moi, avec 12, 13, on passait 6 mois sécurité sociale. On ne passait que dans les 4 qu'au bout de 6 mois. C'est compliqué l'affaire. Et après, on avait des catégories. Parce que quand on était dans les 4, on était catégorie 5. Et les catégories allaient jusqu'à 8. Alors la 6, la 7, on avait des examens. Et la 8. Mais bon, moi je l'ai vu au choix, la 8. L'ancienneté, quoi. Mais j'ai passé les... Alors là, il y avait un peu... Parce qu'il fallait quand même reprendre un peu les livres. Bon, parce qu'il fallait pas... Ils n'étaient pas méchants. Mais il y en avait qui en avaient peur. Hein. Il y en avait qui en avaient peur. J'ai un copain qui n'a pas voulu passer la 7. Hein. Il a eu peur de l'examinateur. Il en avait peur parce qu'il était froid, ce type. Enfin, il faisait froid, mais il n'était pas... Mais il fallait quand même leur dire quelque chose, tu vois. Dans les années 69, 70, 71, ça rentrait tous les jours. Là, t'en avais 15 au portail qui rentraient. Ah ouais. Ah ouais, c'est dingue, hein. Et
Tu vas commencer maintenant. Ah ouais, ouais. D'ailleurs, les gars, ils étaient pâtissiers, plombiers, t'avais de tout, hein. Il y avait de tout. Et ma femme avait fini l'école, et puis elle est rentrée là, elle avait fait une demande, je pense. Certainement, il fallait faire une demande. Et elle a été prise. On bossait beaucoup parce qu'on faisait 7h midi, 2h, 6h, 2h, 18, 14h, 18h. Et on avait quand même du boulot le soir, donc 45 heures par semaine, plus le boulot, enfin à la maison, c'était un peu dur. C'était plus facile pour certains qui avaient des possibilités. Des capacités intellectuelles supérieures, parce que la plupart, moi j'étais le plus jeune de ma promo, mais on ne prenait pas en dessous de 14 ans, mais j'étais quand même le plus jeune, et quand même pas mal de copains avaient le BPC déjà, alors que moi j'étais en 4e quand je suis rentré à la même. Quand je suis rentré apprenti. Et nos professeurs étaient des techniciens de la manufacture et qui faisaient aussi bien l'enseignement théorique que pratique. Et je pense qu'il y avait quand même une formation maison. On a souvent entendu ce terme par la suite, formation maison, qui faisait un petit peu la différence par rapport aux gens de l'éducation nationale, même qui apprenaient un métier, mais qui fait que, d'ailleurs, en faisant 44 heures, dont 22 heures d'atelier, sachant qu'il y avait quand même une certaine discipline, mais qui était acceptée facilement, on avait quand même la faculté d'apprendre. Quand j'ai eu le brevet au cours complémentaire donc, de Tulle, j'avais pas particulièrement une envie débordante de rentrer à la manufacture de Tulle. Et moi j'avais plutôt envie de faire, je le disais souvent, prof d'histoire géo. Bon, c'est vrai que j'aimais assez ça, j'étais pas doué à l'extrême, mais ça me tentait. Alors, la première paye, je me rappelle, c'était 14 francs. Alors, je parle effectivement 14 francs. Et on était payé en liquide, en espèces. C'était, alors vous voyez l'IUT aujourd'hui, dans l'espèce de hall, c'était ce bâtiment que je ne me trompe pas, il y avait des guichets, des guichets, et puis je ne sais plus si c'est tous les 15 jours ou tous les mois, on passait au guichet, toucher effectivement notre rémunération, enfin notre gratification. Alors effectivement la première année c'était relativement modeste. En deuxième année, c'était un petit peu plus quand même. Et la troisième année, j'ai un chiffre en tête, 300 francs. Alors effectivement, moi j'allais dire, bon, dans les mieux payés, entre guillemets, payés encore une fois, c'était gratification, parce que c'était fonction des résultats, et puis j'avais quand même de bons résultats. À l'époque, on n'avait rien à dire. Les enfants faisaient ce que les parents disaient. Donc, eh bien, 15 ans, on passait le concours et on rentrait là-dedans. Et je suis rentré à la Manu à reculons, à 15 ans. À reculons. À reculons. Et puis, mon père m'avait dit, tu sais, tu feras ce que tu voudras après, mais pour l'instant, ça te fera un tremplin. Ouais. Et ce qui était bien. C'était sage comme raisonnement. Oui, oui. Puisqu'il est mort, je n'avais pas fini l'école. Donc j'avais un métier au bout quand même. Hein. Bien qu'à l'époque, le problème de l'emploi ne se posait pas comme maintenant. Et donc je m'y suis supporté. J'ai appris l'électromécanique, l'électronique, la gestion, mais j'ai toujours cherché à en partir. En troisième, j'étais littéraire, moi. Je venais de décrocher un BEPC latin, donc je voulais m'orienter vers une carrière littéraire ou scientifique. Et puis il a fallu rentrer à la Manu, donc on toussait les manches. Non mais, bon, j'ai appris un métier, bon, ben, je savais que j'aurais un métier au bout, donc avec un poste, il n'y avait rien à dire, quoi. Et puis les gamins n'avaient rien à dire. Donc c'est comme ça.
Et ton père, il travaillait déjà alors à la Manu? Ouais, il travaillait à la Manu, mon père, ouais. Le problème, c'est qu'à la Manu, si on n'était pas pistonné, on n'avançait pas. Ah oui, c'est vrai. Là, il n'y a que le piston qui marchait, la Manu. Hein. Ah oui, avec le piston. Hein. Le piston, la délation, c'était ça aussi, la Manu. Hein. Ouais, ouais. Attention, c'était ça. Hein. Les plus feignants avaient les meilleurs postes. C'était ça aussi. Hein. C'était une bonne boîte, j'ai fait de bon boulot, moi. J'ai de bons copains, j'ai fait de bon boulot. Mais c'était la délation permanente. Hein. Les parrains. Il y avait deux sortes de parrains à la Manu. Hein. Il y avait les parrains que quand vous étiez incompétent, vite on vous trouvait une place pour que vous ayez une belle promotion en étant à peu près tranquille. Et puis vous avez les mauvais parrains qui disaient celui-là il fait bien son boulot, on va le laisser derrière sa machine parce que les places sont prises, vous voyez par exemple. L'école d'apprentissage m'a marqué pour la discipline et ça, il n'y a pas eu photo là. L'école d'apprentissage, c'était impressionnant. Il fallait se cramponner. Mais bien sûr, mais ça c'était... Toi, tu t'en rendais peut-être pas compte parce que tu étais bon, mais moi qui étais un élève moyen, eh ben, il a fallu que je me cramponne, hein, parce que quand on était à l'école d'apprentissage, on était par exemple certaines promos comme la mienne 18, celui qui n'avait pas 10 de moyenne était mis à la porte au bout de 3 ans d'école, celui qui avait 11 était classé comme manœuvre, enfin manœuvre, c'est pas le mot, c'était ouvrier spécialisé, et celui qui avait 12 était nommé professionnel, donc vous voyez, c'était quelque chose quand même de dur, et puis on avait des professeurs qui étaient rigides, hein. Moi je sais que l'école d'apprentissage ça m'a marqué, parce que j'en ai bavé à l'école d'apprentissage. Et beaucoup de mes collègues aussi. C'était dur à l'école d'apprentissage. Bon, celui qui était bon, lui, il ne souffrait pas, mais celui qui était moyen, on avait la crainte à la fin de ne pas sortir professionnel. Ouais. Vous vous rendez compte, ils ont vidé, dans ma promotion, ils ont viré un collègue qui n'avait pas 11 de moyenne, il avait fait 3 ans d'école d'apprentissage. Et quelques temps après, ils embauchaient des gens qui étaient avec le respect qu'on leur porte, menuisiers, couvreurs, pour faire des travaux de mécanique. Ça, c'est ce qu'on appelle les recrutements. Voilà. Et on plaignait parce qu'il avait quand même fait des efforts, et puis, bon, parce qu'il lui manquait un point, on l'a invité à aller travailler ailleurs. On considérait la situation de la personne, sa situation personnelle ou familiale, mais il y avait aussi beaucoup de recommandations. Moi, j'avais des recommandations, y compris politiques, qui arrivaient chez moi par téléphone ou par courrier, et on me demandait vivement d'embaucher telle et telle personne. Alors, ça non, quoi, je ne pouvais pas... J'examinais, mon travail consistait à examiner tous les critères concernant les personnels que je recevais, mais à être le plus objectif possible pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Hein. C'est arrivé que le directeur outrepasse effectivement les conseils de la psycho et du médecin, puisque nous étions les décideurs au départ, mais outrepasse et puis... voilà, embauche des gens qui finalement ne convenaient pas, et on se rendait compte après que ça posait des problèmes. Mes parents étaient donc des agriculteurs, et lorsqu'ils ont su qu'effectivement il y avait cette possibilité de rentrer dans les écoles du ministère de la Défense, ils ont dit si on peut l'y faire entrer, s'il pouvait réussir le concours, ça serait bien, parce que finalement on sait que là-haut il nous coûtera pas cher. Voilà, et donc, bon, il n'y avait pas que pour ça, parce que de toute façon, j'étais en 3e à Cabanis, sans savoir vraiment vers quoi je voulais aller, quoi. J'avais pas
de choses très précises dans ma tête. Et donc voilà, j'ai passé le concours, je ne sais plus, on le passait en mars ou en mai. Et effectivement, j'ai été reçu et je suis rentré à la Manu. Bon, c'est vrai que c'était un grand moment, c'est le moment de passage de cet examen, parce que cette Manu, qui était un établissement fermé, on en parlait beaucoup, il y avait beaucoup de monde qui y travaillait, mais à côté de ça, qu'est-ce qu'il y avait dedans? C'était un peu le secret, parce que de toute façon, à cette époque-là, elle était entourée de murs. Il y avait quand même de la discipline dans ces établissements. Il y avait surtout un travail conséquent à exécuter, et il fallait filer droit quand même. On faisait quand même à l'époque 45 heures. Hein. Donc à l'internat, il s'est créé à l'intérieur de l'établissement, qui était un atelier, a été transformé. Donc d'un côté, au-dessus il y avait l'internat, et en face il y avait une salle de sport. Là, ils ont fait un internat, vraiment, c'était par rapport à ce que nous avions vécu jusque-là à la caserne des Récollets, c'était du luxe. Hein. C'était vraiment du luxe. Là, ils avaient fait quelque chose, ça nous avait un peu surpris. On était quelque part des privilégiés dans cette affaire. Pour nous, c'était bien. Et puis, bien sûr, imaginez les parents, savoir qu'on était dans ces conditions, c'est pareil. Première année, là, on a fait la découverte des classes de neige. À l'époque, quand même, c'est pas rien. Les classes de neige, on est parti dans les Pyrénées à Payolle, et on faisait du ski à Payolle, et de temps en temps à la Mongie. Alors, là, c'est pas mal, parce il fallait voir les équipements à l'époque. C'était des pantalons golf militaires, et des anoraks. Pour ceux qui avaient la chance, c'était un anorak, et d'autres, c'était tout simplement des vestes, de genre de treillis, voilà, avec des chaussures en cuir, et des skis en aluminium, les skis jamais en aluminium. À la création donc, du CFAI en 1991, j'ai été sollicité, donc c'était Gérard Ciblot, hein, qui était le responsable de l'école, et qui avait travaillé avec Francis Signol, à l'époque, qui était le secrétaire général de l'UIMM, donc de la métallurgie, pour le département. Donc ils ont travaillé ensemble sur la création et l'ouverture de ce centre de formation d'apprentis de l'industrie, CFAI. L'appellation a changé aujourd'hui, mais c'était le CFAI. Et donc moi j'ai été sollicité pour aller faire des cours d'électricité. Donc j'étais détaché, je donnais, je ne sais plus, quelques heures de cours par semaine sur la partie électricité, puisqu'il n'y avait pas de spécialistes, on va dire, entre guillemets, au niveau des anciens de l'école d'apprentissage. Le passage de l'école d'apprentissage qui s'est arrêté de mémoire en 89 au CFAI qui a ouvert en 91, qui a ouvert ses portes en 91, ça a été une belle réussite, voilà, avec des gens qui ont compris la nécessité de faire de la formation non plus au profit exclusif de l'établissement, mais au profit de l'ensemble des entreprises corréziennes au départ, et maintenant des entreprises régionales, voire nationales, puisqu'avec le passage, ça a démarré sur des BEP, et maintenant ils sont plus sur des BTS. Donc voilà, l'extension au niveau des entreprises, l'extension, c'est en dehors de la région. Et j'ai donc démissionné de la manufacture le 30, est-ce que c'était en août? Je crois que oui. Le 31 août, et j'ai été embauché le 1er septembre 1994. Donc je suis devenu salarié de l'UIMM et non plus de Giat Industrie le 1er septembre 1994. Et donc j'ai fait de la formation, et alors 1994, j'y suis resté donc jusqu'à 2010.
Et j'ai dû prendre la responsabilité de l'équipe pédagogique, donc coordinateur pédagogique en 2002 peut-être. Je suis rentré à la manufacture d'armes de Tulle en septembre 1971. J'avais à peine 15 ans, quoi. Je dois sortir en 6e de l'examen, du concours. Ça a étonné tout le monde, moi le premier. Et donc, ça fait la joie surtout de mes proches, notamment de mon père qui se réjouissait que ça faisait une bouche de moins à nourrir à la maison. Et puis, comme il avait, comment dire, la bonne idée de me faire comprendre que prolo il était et prolo je serais, quoi. Voilà. J'ai fait une croix sur un parcours, je ne sais pas ce qu'il serait devenu, mais j'étais pas trop mauvais à l'école. Et puis, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui me manque. Ouais. Et bon, il y a aussi une bonne nouvelle dans l'histoire, c'est que je gagnais en autonomie, je sortais et puis j'allais pouvoir être enfin, comme on dit, libre. Ce que j'ai. Voilà, pour moi, c'est ce qui est le plus important dans la vie, quoi. Cette école, tu rentres à 15 ans, tu en sors à 17, c'était plus orienté vers la caserne que vers l'école publique, quoi. Surtout en termes comment dire, de sévérité, de comportement, quoi. C'était vraiment, il fallait filer doux. On était la première promotion, en 71, la première promotion à avoir évité la revue de cheveux le vendredi après-midi. Tu te rends compte? Tous les vendredis après-midi, avant nous, les profs arrivaient et il y avait comme consigne de revenir le lundi avec les cheveux coupés. Ouais. Et je passe un concours, il se trouve que je suis reçu donc pour faire une année de spécialisation à Paris dans la mécanique des fluides. Voilà. Donc me voilà parti 1 an pour Paris. Alors Martine était ici et puis moi en formation. Donc Paris, ça a été un moment super parce que voilà, on a vécu en internat. J'ai rencontré des copains très intéressants qui étaient sur un peu la même sensibilité que moi. Donc on a utilisé cette année à déjà apprendre un métier et d'autre part à participer un peu à cette mouvance culturelle à Paris. Beaubourg démarrait, il y avait un soir par semaine des rencontres, des débats, des échanges et nous on avait l'aubaine d'être aux portes de Paris et donc on s'est fait un plaisir là-dedans. Et donc voilà. Ça a été une année très positive pour moi, même si ça a été difficile, parce que voilà, la famille était séparée, mais ça a été très positif. Lorsque j'ai fini mon service militaire, j'ai réécrit à mon entreprise, la marque, qu'il me serait agréable de revenir travailler parmi eux. La réponse n'a pas traîné, 15 jours après, j'ai reçu une lettre de licenciement. Comme quoi il y avait déjà des diminutions d'effectifs, et puis avec un mandat, ce qui me devait. Ça fait plaisir. C'est assez original quand même. Mais bon, voilà, donc je connaissais quelqu'un à la manufacture, pas un personnage politique, qui m'a aidé à y rentrer. Et le 17 avril 1972, je suis rentré à la manufacture.
J'étais professionnel PE à la marque, évidemment. Je suis rentré ici, OS2. OS2, OS2. spécialisé. C'est Ouvrier spécialisé au plus bas. Le Au plus plus bas bas. niveau. Bon, j'avais pas d'autre choix. Hein. Donc voilà, OS2. Et puis j'ai travaillé environ, je suis rentré le 17 avril, donc j'ai travaillé jusqu'au 2 juillet 1972 aux machines à faire les pièces. Et puis un matin, le chef d'atelier qui s'appelait M. Lacombe me convoque dans son bureau. Il me dit, écoute Henri, j'ai une proposition à te faire. Ça va pas être facile, mais bon, vu qu'on sait ce que tu sais faire à peu près, on va te mettre régleur. Une surprise, j'étais agréablement surpris parce que 2 mois après, alors ça m'a permis de rester en OS, je suis toujours resté OS2, mais j'étais payé OS4. J'ai passé OS3 en 1974, ainsi que ouvrier de la défense, c'est-à-dire à statut. En 60... Là, tu as été classé ouvrier d'État. Ouais, en 1976, j'ai passé OS4, et en 1980, j'ai passé l'essai de groupe 5, c'est-à-dire à la barrière d'OS professionnel. Professionnel, voilà, groupe 5. Et groupe 6, je l'ai passé en 80, je ne vais pas dire de bêtises, il faudrait le contrôler quand même. Oui. 92, je crois. 92, ouais. Et à 49 ans, j'ai passé groupe 7, à l'essai. Voilà. Ouais. Et tout en n'étant pas ancien apprenti, bon, c'est vrai que c'était assez rare. Je suis rentré à l'école d'apprentissage en 1964, en septembre 64. Je crois que c'était le 2, si c'est pas le 2, c'était le 3, mais voilà. Et alors j'étais rentré, je vous donne les anecdotes un peu, parce que j'étais rentré à l'école d'apprentissage de la Manu, sur concours, puisque c'était sur concours, parce qu'à 14 ans, je ne voulais pas aller en pension, ni à Régleton où je pouvais rentrer sur dossier, ou à Cabanis où je pouvais rentrer sur dossier. Mais comme je ne voulais pas être pensionnaire, j'ai passé le concours de la Manu et je suis rentré donc à l'apprentissage. Et la formule d'apprentissage, à l'époque, allait donc de la première année jusqu'au CAP, puis l'école de technicien et l'école d'ingénieur. Et donc, j'ai fait ma première année, et le premier jour, en arrivant à la Manu, on nous a expliqué un petit peu le cursus qu'on pouvait suivre, et c'est là que j'ai appris qu'il y avait en fin d'année le concours pour ce qu'on appelait le cycle long. Il y avait pas mal de formules qui ont évolué assez fréquemment à cette époque-là, parce qu'il y avait des besoins en cadre. Et donc voilà, il y a eu de mise en place ce cycle long. Et donc, le concours se passait à la fin de l'année. Et moi, je suis toujours fidèle à mon idée de rester en Corrèze. Je me suis dit, bon, à la fin de l'année, il y aura juste à rater le concours pour pas aller à Toulouse. Manque de peau pour moi, manque de peau, peut-être pas d'ailleurs, j'étais un peu dans le devant du peloton. Et le jour du concours, je me suis dit, si jamais je loupe le concours, je pense que ça va se voir. Et l'année prochaine, je ne serai peut-être pas à la noce quand même, parce que la discipline c'était pas négligeable, c'était assez rigide quand même. Et donc le jour du concours, ben, j'ai fait ce que je devais faire. Et l'année d'après, ben, je me suis retrouvé à Toulouse, où j'ai rejoint des gars comme Jean-Louis Ratoni, comme Pierre Marton, des gens comme ça. Et voilà, le premier jour, on a dit, ben voilà, vous êtes là pour 5 ans. Donc, 1 an à la Manu, 5 ans à Toulouse, pour aller jusqu'au bac E. On passait le bac E, avec le CAP de mécanique entre-temps, et le CAP de dessin industriel. Et donc, à l'issue des 5 années, concours pour l'école de technicien, je me suis retrouvé à Arcueil pour 2 ans. Je n'ai pas été assez brillant pour réussir le concours de l'école d'ingénieur, donc voilà. J'ai fait ce qu'on appelait un TSEF, un technicien supérieur d'études et de fabrication. De là, donc moi qui ne voulais pas partir de Tulle, ben, il y avait un Rouennais, oui c'était un Rouennais, qui était marié à une Berrichonne et qui était affecté à Tulle. Et il voulait permuter. Et il m'a cassé les pieds jusqu'à ce que je dis, bah allez, ok, on permute. Et je me suis retrouvé à Tulle le 1er janvier 1976. Pour les gens comme moi qui étaient recrutement latéraux, on avait passé des tests, et ceux qui voulaient bien sûr. Donc moi je m'étais
tiens, ça peut être intéressant. Et à cette époque-là, j'avais été pris et j'avais fait une formation pendant 9 mois à l'école, d'apprentissage. 9 mois de formation en tour, fraisage, et moi j'avais fait, c'est pareil, un stage de commande numérique à l'époque. Mais c'est pareil, bon, j'avais bien aimé parce que j'avais appris beaucoup de choses aussi. C'est là où des fois quelques regrets apparaissent par rapport des fois quand on n'avait que 12 ans, genre comme ça, on se dit tiens, si on avait été un peu plus studieux, peut-être qu'on aurait pu faire autre chose. Parce que je m'étais énormément plu à l'école. Donc en 92, l'école d'apprentissage s'est arrêtée, la dernière promo est sortie en 88. Donc l'idée c'était quand même de trouver un peu de diversification pour continuer à avoir une activité et faire vivre les compétences des formateurs qu'on avait en interne. Donc dans un premier temps sur de la formation continue interne, et dans un deuxième temps on est parti sur un projet pour créer un centre d'apprentis, qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle la FIX CFAI. Donc il y a eu un partenariat entre l'UIMM local et JAT Industrie, puisque bon, depuis 1991 on était passé société anonyme JAT Industrie. Donc la première promotion a été réalisée donc en 91. Les premiers apprentis de la FIX CFAI s'est passé en 91 sur une formation de bac pro maintenance. Donc j'ai continué à travailler en partenariat avec la FIX CFAI. On a créé un GIE, un groupement d'intérêt économique, qui avait comme vocation de faire de la formation à la fois continue en interne sur les métiers de la mécanique, mais aussi en externe, puisqu'on a travaillé aussi pour des industriels locaux. On a fait à la fois de la formation continue et par le biais de la FIX CFAI aussi de l'apprentissage. J'ai postulé pour venir au pôle trafic de Tulle, et là on a eu un plan de reconversion très long, puisqu'on avait 2 ans le temps de la construction du bâtiment. Mais une opération difficile pour le personnel, mais qui permettait aussi d'aller voir un petit peu ailleurs, puisque c'était des formations en alternance, où les formations se faisaient sur site pour certaines, et d'autres dans des centres de formation, notamment à Angoulême. Ensuite, ils allaient dans des entreprises privées ou étatiques, donc passer un temps dans ces imprimeries-là, qui pouvaient être à Tulle, Brive, Limoges, voire Clermont, pour certains d'entre eux. Ce qui a été une période très riche, puisque ça a permis d'acquérir des compétences diverses et variées avec des organisations différentes. Et ce qui fait qu'on a démarré l'activité donc en 2004, il y avait une richesse forte de compétences. Ils ont ouvert l'école aux filles en 1976. Sur Tulle, parce que je pense que dans d'autres établissements, ça avait été ouvert avant. Sur Toulouse, je crois qu'il y avait eu des filles 1 ou 2 années avant. Mais à Tulle, ils ont ouvert l'accès aux filles qu'en 1976. Avant, elles n'avaient pas le droit de postuler, c'était interdit. J'avais pas tellement d'idées sur mon futur, donc pourquoi pas la Manu. Je savais qu'on avait des opportunités, qu'on pouvait monter, il y avait quand même un ascenseur social assez intéressant. En plus, une bonne ambiance dans la promo, on était 5 filles, donc ça allait très bien. Les garçons nous avaient bien acceptés. Non, franchement, moi, c'était de très bons souvenirs. Ouais, les garçons étaient contents d'avoir des filles. Ouais. Les profs aussi, les profs étaient très contents de féminiser un peu leur effectif. Ouais, très très contents. Ils se sont rendus compte que les filles avaient des capacités largement égales à celles des hommes pour faire un métier de la mécanique. Il n'y avait pas de problème, on était même dans les meilleurs de la classe. Donc mes parents travaillant à la Manu, mon grand-père ayant travaillé à la Manu, on va t'inscrire au concours. Donc j'ai passé le concours. Bon, la première année en 3e, je ne l'ai pas eu, mais en seconde, je l'ai repassé sans vraiment... voilà, et je l'ai eu. Bon, eh bien qu'est-ce qu'on fait? La mécanique, moi, je ne connaissais rien. Je venais visiter, bon, pourquoi pas. Mais à l'époque, donc, la psychologue, Monique, m'a dit beaucoup plus tard qu'elle s'était opposée à ce que je rentre.
parce qu'elle me connaissait d'autres activités à côté qui lui paraissaient bien plus intéressantes pour moi, pour l'avenir, que ce que j'allais faire ici. Mais comme mes notes étaient toutes bonnes, elle n'a pas eu gain de cause et je suis rentrée. Et je ne regrette absolument pas, parce que bon, on était 3 filles sur une promo de 33, on était une grosse promo. On était 3 filles, on s'entendait bien, toutes les 3. Bon, Sylvette est partie en cycle long, elle avait mieux travaillé que nous. Donc Françoise et moi, nous sommes restés à Tulle. On n'a pas rigolé tous les jours, parce que, contrairement à toi, Maryse, les profs, directeurs et tout nous avaient extrêmement à l'œil. Et on était beaucoup plus surveillés que les garçons. Moi, j'ai mon grand-père qui était à la Manu, mon arrière-grand-père était à la Manu, donc j'ai baigné dedans toute petite. Et comme je ne me voyais pas du tout aller dans un bureau, faire du secrétariat, enfin avoir un bac général et puis partir dans une administration de Tulle parce que j'étais un peu sportive, j'étais plus... voilà, je me suis dit pourquoi pas la Manu. Mon grand-père qui avait travaillé ici m'a dit tu sais la Manu il y a de tout, il y a du mauvais comme du bon, il y a des ateliers où c'est très bien mais il y a des ateliers où il y a de l'huile, où c'est très dur, il y a des vapeurs, enfin il y a des odeurs. Donc il a demandé la permission de me faire visiter, lui aussi. Donc j'ai tout vu, il m'a tout fait voir, hein, du pire au mieux, au must quoi. Et puis il m'a dit voilà, si tu souhaites continuer dans cette voie, voilà, tu peux aller dans un atelier bien comme dans un atelier moins bien, donc attends-toi. Et j'ai persisté dans mon choix, donc je suis rentrée, j'ai fait dans une promo de 32 personnes avec 30 garçons, 2 filles. Donc la première année, on l'a passée avec Michel Borde, qui était la fille d'un des profs d'atelier. Et après, Michel a eu Toulouse, enfin, elle est partie en cycle long. Elle a bien travaillé, mieux que moi, oui. Elle est partie, donc je me suis retrouvée en 2e année, bon, toute seule, si, il y avait les filles de première année, mais... donc c'est là où on forge un peu plus son caractère. Moi, j'étais quelqu'un d'assez, pas timide, mais... ouais. Et c'est là qu'on apprend à se défendre, hein, aussi, parce que... avec les garçons, c'est pas toujours facile. Alors, il y en a qui étaient très gentils, il y en a qui étaient beaucoup moins gentils avec moi. Et puis voilà, quoi. Donc, il y en a une qui a été particulièrement gentille, puisque c'est la personne avec qui je vis depuis l'école d'apprentissage. Donc, voilà. Je suis arrivée un peu toute seule, je me suis sentie un peu toute seule. Ce concours, j'avais pas envie de le passer, parce que... dans la fratrie, je suis la petite dernière, mon frère y était, ma soeur y était, et moi j'avais pas envie d'y aller. Peut-être par, je sais pas, peut-être par contradiction, peut-être, je sais pas. Mais j'avais d'autres envies, j'avais envie de faire autre chose, comme école. Donc je suis venue un petit peu contrainte et forcée en disant à mes parents, j'y vais 15 jours, et puis si ça me plaît pas, je pars, j'étais inscrite pour faire autre chose, et je pars ailleurs. Bon, puis quand ils m'y ont eu collé, ben... j'y suis restée. Bon, l'école, ça s'est passé. L'ambiance, toute seule, peut-être j'étais un petit peu timide. Tous ces garçons de promo, donc ça faisait, nous, on était une vingtaine. La promo d'avant une trentaine, donc on était à peu près une cinquantaine, et j'étais toute seule au milieu. Quelques profs sympas, mais quelques profs un petit peu misogynes quand même, qui partaient du principe que toutes les filles s'étaient toujours adaptées, donc il n'y avait pas de raison que je ne m'adapte pas. Donc j'étais toute seule dans un vestiaire, à l'opposé des autres, toujours. Donc c'est vrai que je l'ai mal vécu, J'ai des souvenirs d'un prof, Gisèle, soigne ta présentation, pas la tienne, celle de ta pièce, et tout le monde rigolait, enfin des moments un peu difficiles. Ça sera à refaire, je pense que je ne referai pas l'école d'apprentissage. Je ne referai pas. Peut-être que j'aurais peut-être pas fait mieux ailleurs. Moi, j'avais envie d'être architecte dans ma tête, c'était complètement différent, c'est vrai que... Voilà. Alors, l'apprentissage, bon ça on a déjà dû vous en parler parce que vous en avez vu d'autres, c'était un peu raide quand même. Surtout la première année, enfin moi c'est le souvenir que j'en garde. Avec certains profs, ils n'avaient pas les profs, on va les appeler comme ça, qui étaient quand même assez... presque paramilitaires, des méthodes un peu, déjà même à l'époque de notre temps, hein, genre tu connaissais pas une formule, tu l'as copiée 20, 30, 40, 50 fois.
Pour les plus mauvais, il y en a qui passaient des week-ends à gratter, comme on disait. Bon, la deuxième année, c'était des rapports très différents. Il y avait une espèce de truc qui s'était passé, et puis voilà. Mais moi, j'en garde un très bon souvenir. Bon. Après, je pense que ça se rapproche un peu des pensionnats, des internats. On était confinés là, il y avait 2 promotions. Moi, la mienne était petite, puisqu'on n'était que 19 en première année et 14 en deuxième. Mais celle de Jean-Paul Mandelmont, par exemple, il y en a qui dépassaient les 30 même, donc qui étaient plus importantes. Donc un groupe assez resserré, dans un univers un peu préservé. Moi, quand je suis rentré, bon, déjà c'était un chemin un peu tout tracé, auquel avaient pensé mes parents avant moi. J'étais plutôt un bon élève à l'école, mais alors franchement, ça me disait rien de continuer. Je dis pas qu'après, je me suis pas dit que j'aurais peut-être mérité de creuser plus, mais enfin bref. Enfin, toujours est-il qu'à 15 ans, j'étais très content de rentrer là. Et alors, je crois que j'avais pas de vision précise de ma vie, par contre, plus tard. Mais ce que je savais, c'est qu'à 17 ans, si tout allait bien, j'allais bosser, j'allais avoir ma paye et que j'allais pouvoir m'amuser. Voilà. Il y avait 2 camps en première année à Viam. Camp de voile, on va dire plutôt. Mais c'était pas que voile, c'était canoë. Donc, qui était sur une base qui maintenant appartient à EDF. Toujours dans le site, hein. Enfin, il y a la plupart des bâtiments, des emplacements de tentes qui sont toujours visibles. Et en deuxième année, un camp de neige, donc à Payol, au-dessus de Sainte-Marie de Cantan, je vais y arriver. Et on allait skier à Mongy. Ouais, c'était super. Enfin, moi, ça ne m'a pas donné la passion de la voile, mais c'était bien de nous faire essayer tout ça, quoi. Moi, c'est là que j'ai appris à faire du ski. J'avais jamais skié avant. Et puis, je pense que j'étais pas le seul, quoi. Il y en a quand même quelques-uns. Les sports d'hiver, ça a commencé à se développer. Mais enfin, je pense que pour la plupart des gens qui rentrent en apprentissage ici, une immense majorité n'avait... Moi, honnêtement, j'étais même jamais parti en vacances, hein, et j'étais pas le seul non plus. Donc, tout ça, ça va commencer qu'après, quoi. Moi, mes parents, mon père était ouvrier à l'usine de la Marque, ma mère était femme au foyer, mais ils partaient pas en vacances. Hein. C'était des Corréziens qui restaient. Ils étaient issus de familles de paysans. Et, voilà, c'était pas dans les habitudes. Bon, il y avait aussi des problèmes de moyens, je pense, mais de toute façon, aujourd'hui, ce que je sais, c'est que même s'ils avaient eu un peu plus de moyens, ils l'auraient pas forcément fait, parce que c'était pas dans leur schéma, quoi. Je suis rentrée à l'école de la Manu, ben voilà. J'ai fait l'école comme les autres, sans y réussir particulièrement, sans être brillante, si ce n'est en français, en histoire géo. Et une fille parmi les garçons? Bon, ça aucun problème. J'ai toujours pareil. J'ai toujours ce que je préfère. Oui, mais non, non. À l'école, c'était plutôt sympa. Non, il n'y avait pas de problématique à ce niveau-là. Aujourd'hui, peut-être le regret que j'ai, c'est que mes parents ne m'aient pas dit à ce moment-là, mais pourquoi tu vas là? C'est fou aussi, peut-être. Mais je pense que s'ils avaient dit ça, ça aurait été je l'aurais même pas entendu. Mais, ouais. J'en ai pas souffert, mais j'ai pas d'appel. Je me dis pas, ça me plaisait. Non, ça me plaisait pas. Alors, pas du tout. Ce qui me plaisait, c'était la vie autour. Ouais. C'est ça. Donc, je pense que ça m'allait parce que la vie autour m'allait. Je suis rentrée apprentie à l'école de formation technique de la manufacture d'armes de Tulle en septembre 1985 sur l'avant-avant-dernière promotion de cette école. Voilà, nous étions une petite vingtaine et dont 2 filles dans cette promotion. La motivation est venue principalement de la famille. Voilà, avec 2 grands frères qui travaillaient déjà à la manufacture. Et puis mes parents qui étaient agriculteurs sur la commune de Tulle et voilà, qui m'ont bien précisé leurs possibilités quant à mes études futures. Donc le choix
par rapport à la manufacture était quand même une possibilité d'emploi et de formation qui était très intéressante. L'appréhension des machines, elle se réduit au fur et à mesure où les jours passent. Les professeurs vous mettent en confiance. De toute façon, tout le monde apprend. Tout le monde est là pour apprendre. Donc, fille ou garçon, ça n'a pas d'a priori, pas de contraintes particulières. Et au retour d'une formation, donc, le responsable du service formation de GIAT m'a demandé si je pouvais les aider. Il y avait un instructeur qui était en maladie pour quelques mois et ils avaient besoin d'une personne pour une formation de 6 mois, je crois, avec un besoin d'un formateur dans le domaine du tournage courant numérique et de la technologie générale. Donc j'ai dit pourquoi pas, c'est quelques mois, après je reviendrai. Donc c'était prévu sur l'atelier 68 à la préparation. Et puis au bout de ces quelques mois au centre de formation, eh bien, il y a eu de nouvelles perspectives et donc il y avait également un besoin de formateurs supplémentaires, donc ils m'ont proposé de rester et c'est ce que j'ai fait. Donc de 1993 à 2004. Je suis intervenue pour les BEP et les bacs, donc côté productif, dans le domaine technique, pour les enseignements théoriques et pratiques, technologiques et pratiques. Les formateurs, donc, on va parler directement de GIAT Industrie, donc du service formation GIAT Industrie. C'était nos anciens professeurs, nos anciens instructeurs, sont devenus mes collègues et m'ont bien pris sous leur aile et on a continué, voilà, de transmettre alors pas les mêmes bases bien sûr au niveau de la mécanique, fraisage, tournage et après donc les nouvelles technologies puisque moi à l'apprentissage je n'ai appris que sur des machines conventionnelles et après il y a eu la commande numérique qui est arrivée, donc on a formé les jeunes en BEP et en bac pro sur ces machines conventionnelles et commande numérique. Pendant les 2 ans d'école, il y avait déjà le fait que la première année, on allait à Vian, et la deuxième année, on partait au ski, et ce que j'avais jamais fait, moi, avec mes parents. Donc déjà, c'était bien, quoi. Ouais, puis on retrouvait les camarades d'autres écoles, de Tarbes, toutes les écoles de formation de manufacture. Moi, je suis vraiment arrivé sur la fin et les anciens partaient. Il n'y a pas eu tellement de passation de savoir-faire. C'est pour ça qu'on m'a mis dans la canonnerie pour justement accompagner les anciens qui leur restaient 1 an ou 2, pour que je puisse reprendre la main. Mais mon objectif à moi, c'était de partir, de bouger, de voir autre chose. Donc je suis parti 6 mois sur la chaîne de montage du Charles Leclerc, ça a été une très bonne opportunité ça. Et puis après, je suis parti en formation en soutien logistique à Satori. Et puis de là, arrivé 2000, on m'a proposé de rentrer ouvrier d'État et j'ai passé le concours. Puis j'ai fini mécanicien aéronautique, donc sur la base de Dax. Et puis externalisation, on revient sur Tulle. Je pense que beaucoup de gens rentrent à la Manu pour ça, une garantie de l'emploi au départ. Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui. On ne savait pas ce que c'était un tour ou une fraiseuse. Hein. On n'avait jamais vu à 16 ans ou 14 ans. Personne ne sait ce que c'est. Ou alors il fallait déjà avoir de la famille dedans pour en entendre parler, mais sinon ceux qui avaient personne dedans. Au début, donc, quand je suis rentré apprenti, donc en 94, donc j'étais tourneur-fraiseur, enfin plus fraiseur que tourneur, parce qu'à l'atelier où j'étais, au bâtiment 68, il n'y avait pas de tour. Je ne devais pas partir de cet atelier. Et quand je suis parti en vacances, le jour de mon retour de vacances, on m'a dit non, tu n'es plus ici, tu es dans le bâtiment à côté, donc chez les anciens, chez les Gaulois, comme on les appelait.
qu'ils étaient très, le métier de canonnerie était assez difficile parce qu'il n'y a pas d'école, on apprend sur le tas. Donc on m'a appris à travailler avec les yeux, avec les oreilles, avec la main. Donc au début ça a été dur parce que quand on sort, on nous met des impératifs d'avoir le bac avec la mention et de tourneur, fraiseur, et puis qu'on se dit maintenant je ne toucherai plus une machine, surtout quand on est en bac, on fait beaucoup de commandes numériques. J'ai plus touché de machine avec des boutons, c'était tout avec la main, avec mes oreilles et mes yeux. Et j'ai fait ça donc à partir de 96 jusqu'en 2000. Quoi. Donc très intéressant parce que je travaillais qu'avec des gens qui avaient un savoir-faire. Et j'ai pu voir ce que c'était le savoir-faire qu'il y avait d'avant de la manu. Il fallait vraiment être appliqué et concentré. Quand on avait 1 heure de perçage, c'était 1 heure de perçage. Ça ne se faisait pas en une demi-heure. Donc pendant 1 heure, on était bloqué sur la machine, avec la main sur la barre et attentif à tout ce qui se pouvait se passer. Et on n'avait pas le droit de lâcher la main. Donc j'ai appris ça, ce qui m'a servi, parce que comparé à eux, je suis quand même la nouvelle génération. Enfin, j'étais la nouvelle génération du GIAT Industrie, quoi, et on est un peu foufou. On veut aller vite, on veut faire les choses vite, mais là non, il a fallu prendre du recul et ça m'a servi. Et ça me sert encore aujourd'hui. Donc c'est ce qu'il disait, c'était un savoir-faire qu'il y avait avant et qui aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais on s'en sert tous les jours. On prend le temps de faire les choses et de les faire au mieux. J'ai fait le choix de passer, de reprendre mes études et de passer un BTS de dessinateur, ce qui m'a permis de sortir de l'atelier et là, on voit autre chose. On voit d'autres gens, on comprend mieux que l'atelier vous ronge, quoi. La machine, c'est la prison, quoi. Avant cela, on était à notre machine, on arrivait le matin, on l'a quitté que le soir, quoi. On se déplaçait juste avec les collègues à côté, c'était pas... Il n'y avait pas de mouvement extraordinaire, quoi, dans la manu. C'était pas forcément un choix, non. C'était pas forcément un choix, mais il y avait cette possibilité-là, aller au plus facile. Voilà, pouvoir rester avec mes potes, pouvoir... je joue au rugby, voilà, c'était ça aussi, quoi. Rester enraciné. Et finalement, pas vouloir couper ses racines, bon, c'est pas qu'un défaut, finalement, de ne pas couper ses racines. L'arbre auquel on coupe les racines meurt plus rapidement que les autres, finalement. Ça dépend où on place ses racines. C'est une aventure de vie, ouais, elle était estampillée Manu, quoi. T'es estampillé Manu. Et au sein de la Manu, tu travailles dans ces ateliers à numéro 53, 68. Puis tu es ou un enfant de la Manu ou un recrutement latéral. Cette position-là, insupportable, était exacerbée pour créer une sorte de hiérarchie malsaine, puisque ça, je trouvais ça complètement con. On hiérarchisait la qualité des gens, c'est-à-dire qu'un recrutement latéral était moins bon qu'un apprenti, ce qui est totalement faux, quoi. Je suis la preuve que non. On est tous travailleurs de la manu, ouvriers, employés, etc. Il fallait s'assumer comme ça. Enfin, je trouvais très dérangeant cette particularité. Moi, ravi d'avoir rencontré Jean-Luc, de faire tout ce qu'on a fait professionnellement ensemble. Ça m'a permis d'avoir des bonnes notes en maths parce qu'il était très très bon. Et donc, je copiais intégralement avec une confiance aveugle
tout ce qu'il faisait, c'était... Mais c'était parfait. C'était parfait. C'était un échange. Procédé. Ouais, on s'est bien marré quand même. On s'est bien marré. Et on s'est marré peut-être aussi par défi. Pour justement montrer à ceux qui voulaient nous attacher à cette machine qu'on était aussi capable de prendre un poil de liberté, quoi. Et de dénoncer. Les jeunes sont toujours des petits cons, et ça je l'ai assumé en restant jeune le plus longtemps possible. Et bien sûr que les vieux sont toujours des vieux cons, forcément, pour les jeunes. Et voilà, je savais que je ne deviendrais jamais vieux et jamais con. J'en suis toujours persuadé. Mais bon, c'est pas la vie des jeunes. On nous expliquait pas, c'était comme ça. Voilà. Il faut travailler comme ça, donc, et si tu es dans la marge, ça ne va pas. Mais à 16 ans, j'avais plus envie d'être dans la marge que sur le reste de la page. Et ouais, ça m'a pas convenu, quoi, cette manière de fonctionner. Donc j'ai fait le strict nécessaire pour être, voilà, pour pas être mis à la porte. Hein. Ouais. Et heureusement qu'on venait de l'école où on était quand même, enfin, le système scolaire, il y a des, on est encadré. Là, c'était pareil, c'était même pire. On aurait connu autre chose avant, on se serait pas laissé faire comme on s'est laissé faire, quoi. C'était, ouais, on était des ouais, ça préfigurait ce qu'on allait, allait subir après avec voilà. La machine. La machine, c'était quelque part pour la suite. Le prof acariâtre qui nous tenait, qui nous... Après, est-ce que c'était voulu ou enfin, je sais pas, c'était... Les types avaient aucune pédagogie. Aucune pédagogie, j'insiste là-dessus, c'était très bons ouvriers, il n'y a pas de problème. Mais très bons ouvriers. Pas des profs. Bien sûr. Mais... Toi, tu étais dehors. Je sais pas, j'étais pas interne. Je cautionne pas ces violences. Enfin, c'était le plus interne des demi-pensionnaires parce qu'il venait tous les soirs en mobilette amener le français pour prendre pour voir des maths. Ma mère ne le sait pas. Par-dessus le mur. 8h midi, 2h, 6h, les jours se traînent en longueur. On fait le gros dos sur le lapin, le corps ici, la tête ailleurs. D'un bout à l'autre de l'année, sauf un petit trou pour les congés. Au marathon, on se bouscule, on fait la course à la pendule. On soit tourneur chez Citroën, ou bien des noix à la Manu. Il faut attendre la fin de la semaine pour que le temps nous soit rendu. J'ai ma bagnole et mes copines, on a nos boîtes et nos bistrots. De nuit pour oublier l'usine, la tête farcie par la pour gagner mon pain quotidien, c'était les postes ou la Manu. Comme dit mon père, de quoi tu te plains? Y en a des tas qui sont chaumes du 8h midi, 2h, 6h, les années filent en douceur. On se bricole une vie meilleure, la petite chaumière et puis le cœur. Dans notre boulot d'auto-télé, accès à la propriété, on fait des comptes, des annuités. Sporting dimanche, faut s'aérer, moitié prolo, moitié terrien. On a gardé à l'arrangement ce que ça prend de mauvais foin, l'entretien par sentiment. On prend du ventre et du galon, un mois de vacances à Oléron. Une fois casés tous les enfants, on est déjà à 50 ans. On
se fignole dans la foulée, une retraite bien capitonnée. C'est pas le paradis ni le Pérou, mais ça fait tout de même des jaloux.